Sous les frondaisons de la forêt magique d'Atel Lorraine, les elfes sylvains, ou Asraï, tels qu'ils sont nommés dans certaines légendes, observent le monde avec des yeux méfiants, sans jamais convoiter ce qui se trouve hors de leur domaine, ni nouer une quelconque amitié avec les étrangers. Ces elfes, dont la culture varie grandement des Azur et des Druchis, sont de redoutables combattants. Meilleurs archers au monde et se déplaçant avec aisance à travers les denses forêts de leur domaine, ils sont tous prêts à mourir pour défendre l'intégrité de leur bois. Ils sont d'ailleurs aidés dans cette tâche par la forêt elle-même, dont les arbres sont doués de conscience et peuvent se mouvoir, formant ainsi de véritables armées assistant les Asraï dans la défense de la forêt. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble l'histoire des elfes sylvains et des esprits de la forêt, deux races évoluant en symbiose et dont le destin est profondément lié à la forêt magique d'Atel Lorraine. Le temps s'écoule d'étranges manières dans la Lorraine. Une journée peut passer en un clin d'œil ou s'étirer à jamais. Elle peut même faire les deux à la fois, car le passage des secondes est on ne peut plus subjectif dans ces clairières intemporelles. Par conséquent, en Atel Lorraine, le temps ne correspond que rarement à ce qu'il est dans le monde extérieur, et il n'est même pas homogène en son propre sein. Pour retracer l'histoire de la forêt et de ses habitants, nous nous appuierons donc sur les grandes saisons identifiées par les Asraï. Chacune de ces grandes saisons représente plusieurs siècles, et ce sont elles qui rythment la vie et l'histoire d'Atel Lorraine. Naturellement, la forêt d'Atel Lorraine existait bien avant la venue des elfes. Bien que les esprits sylvestres de cette époque n'aient certainement pas marqué le passage du temps, la période antérieure à la venue des elfes est rattachée à la saison de l'oubli. Certains elfes soutiennent qu'il s'agissait de l'âge d'or d'Atel Lorraine, avant qu'ils ne la souillent de leur présence impure. Toutefois, la majorité des elfes pensent que ce n'est qu'après leur arrivée que la forêt a véritablement connu sa splendeur. Comme toujours, la vérité se situe sans doute quelque part entre ces deux visions. Il y a très longtemps, avant la venue du chaos, avant même l'avènement des elfes, une grande forêt avait pris racine dans le monde. Comme tant de choses en cette ère glorieuse, la forêt était l'œuvre des mystérieux anciens, qui avaient planté ses germes dans le cadre de leurs grandioses expériences. Il ne s'agissait pas d'une flore altérée par la magie, comme les jungles du sud le deviendraient un jour, mais une forme de vie sans aucun équivalent dans le reste du monde. Certes, il existait déjà des forêts auparavant, et il en existerait par la suite, mais elles semblaient bien pathétiques en comparaison, car leurs arbres n'étaient doués ni de parole ni de raison, et étaient incapables de se défendre contre ceux qui convoitaient leurs branchages pour se chauffer ou s'abriter. La forêt magique d'Atel Lorraine abritait en effet dès sa création des arbres doués de conscience, et capables de se mouvoir. Personne ne sait si cette particularité a été voulue par les anciens, ou si elle est le fruit d'une influence divine, ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, les esprits de la forêt prirent peu à peu conscience d'eux-mêmes, et des autres races grouillant à la surface de la terre comme des insectes. Tolérantes avec certaines d'entre elles, les arbres ressentaient de la haine pour celles qui ne voyaient dans le bois qu'une source de combustible. Des premiers bains de sang éclatèrent donc contre ceux voulant se servir des ressources de la forêt, ce qui marqua le début des légendes millénaires évoquant des arbres maléfiques. Durant ce temps, le chêne des âges qui se trouvait au cœur de la forêt avait étendu ses racines à travers le monde, créant un réseau de racines du monde que les esprits sylvestres pouvaient emprunter pour rejoindre des destinations lointaines. La grande forêt découvrit ainsi l'Averlorn, et rencontra les elfes d'Ultuan. Ces derniers, du fait de leur innocence et de leur émerveillement face à la nature de la grande forêt et de ses esprits, en devinrent on ne peut plus proches. Riches de cette affinité, les elfes pouvaient s'entretenir avec les esprits vénérables qui partageaient volontiers leurs secrets. L'un d'eux en particulier, Durtu, ou Cœur de Chêne comme les elfes le nommèrent, se prit d'affection pour les gens d'Averlorn et leur reine éternelle Astariel. Il leur apprit à modeler les arbres sans leur nuire, ainsi que d'autres secrets de ses semblables. Averlorn connut alors, pour une brève durée, un âge d'or si radieux qu'il éclipse tout ce qui s'ensuivit. Sous la garde conjointe des elfes et des esprits forestiers, les bois et les prairies débordaient de vie. De nombreux esprits quittèrent même la grande forêt pour le paradis d'Averlorn. C'est durant cet âge d'or que les esprits sylvestres tentèrent d'éveiller les arbres d'Averlorn, comme eux-mêmes avaient été éveillés. Cependant, malgré le terroir d'Averlorn sans cesse plus enchanteur et l'aide des elfes, les arbres de ce royaume restèrent immobiles. Malheureusement, la paix et la prospérité ne sont pas éternelles. En moins 5600, les portails des pôles s'effondrèrent, libérant des millions de démons sur le monde. Partout, les civilisations sombraient dans la démence. Ultuan souffrit tout particulièrement, car les hostes démoniaques appréciaient les âmes elfiques par-dessus tout. Heureusement pour les elfes, un grand héros du nom d'Aenarion, premier des rois phénix, se leva pour combattre les démons. C'est lui qui rallia les elfes pour contenir la marée démoniaque, et son exemple poussait son entourage à se montrer d'autant plus valeureux. Aenarion prit pour épouse la reine éternelle Astariel, et ils eurent deux enfants remarquables, Morélion et Ivren. Tandis que le roi Phénix se battait pour le salut d'Ultuan,
La reine éternelle se retirait dans les bois sanctifiés d'Averlorn pour y élever ses enfants aussi loin que possible du conflit. Malheureusement, en ces temps reculés, aucune terre n'était à l'abri des démons, et un jour où Aenarion était absent, un immense host démoniaque envahit l'Averlorn et massacra les habitants. Alors qu'Averlorn brûlait, Durtu et les siens combattirent aux côtés des elfes, choisissant de soutenir leurs alliés plutôt que de se réfugier dans la grande forêt. Beaucoup d'esprits furent détruits, d'autres devinrent fous de désespoir, mais ils poursuivirent malgré tout le combat. Hélas, ni la vaillance ni la force des armes ne pouvaient sauver Averlorn. D'heure en heure, les elfes et les esprits furent repoussés vers le cœur de leur territoire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de retraite. Alors que ce jour funeste touchait à sa fin et que tout semblait perdu, Astariel supplia Durtu de sauver ses enfants. Durtu accepta sa requête, mais l'avertit que le prix à payer serait énorme. S'il sauvait la descendance de la reine éternelle, la grande forêt exigerait un jour que de nombreux elfes la servent et la protègent comme ils le firent pour les terres d'Averlorn. Astariel n'eut d'autre choix que d'accepter, car si sa fille Yvraine mourait, la lignée de la reine éternelle périrait avec elle. Elle embrassa une dernière fois ses enfants avant de les remettre à la garde de Durtu. Puis, elle rejoignit le cœur des combats, prêt à affronter sa destinée. Durtu fuya donc l'Averlorn grâce aux racines du monde, accompagné de Morelion et d'Yvraine. Lorsqu'il rejoignit la grande forêt d'Atell-Lorraine, il constata avec consternation que son foyer n'était guère mieux loti qu'Averlorn. La grandiose forêt qui recouvrait une part du monde était réduite à une fraction de sa taille. Les terres où elle s'épanouissait portaient les stigmates du feu et d'une magie destructrice, et ses lisières actuelles subissaient l'assaut d'innombrables démons. En dépit de cette apparence de faiblesse, la forêt avait appris à survivre face au chaos. La plupart des terrains perdus l'étaient de longue date. Les esprits de la forêt, notamment les plus jeunes, avaient altéré leur propre nature pour devenir plus féroces et défendre leur domaine. Cela faisait une décennie que la forêt n'avait plus reculé. Située entre deux chaînes de montagnes, elle avait su repousser tous les derniers assauts démoniaques, et recommençait même à s'étendre un peu. Lorsque Durtu pénétra dans la Lorraine, il fut confronté au mécontentement de ses pairs, lui reprochant d'avoir profané les racines du monde. Coëdil, qui depuis des siècles était en charge de la défense de la forêt, brûlait de colère et exigeait la mise à mort des enfants de la reine éternelle. Adan-Hu, le plus sage des seigneurs sylvestres, faillit se ranger du côté de Coëdil, mais permit finalement aux enfants de trouver refuge dans la forêt, à condition qu'ils restent endormis aussi longtemps que se prolongerait leur séjour. Cette décision fut motivée par sa crainte que la survie de la forêt ne se paie par le pacifisme de ses habitants. C'est ainsi que Morelion et Yvraine dormirent pendant que se déroulaient les ultimes actes de cette terrible guerre. Averlorn fut sauvée, et finit par redevenir une terre de splendeur, mais elle ne retrouva jamais toute la gloire de son zénith. Les esprits de la grande forêt combattirent du mieux possible, en sachant qu'ils ne pourraient pas mettre fin au danger, juste y survivre. Pour sa part, Aenarion devient fou après la perte de sa femme et de ses enfants. Il sombra dans les ténèbres, pour ne se racheter qu'à la toute fin. Le monde fut sauvé non par la force des armes, mais par la ruse d'un mage elfique, dont le grand rituel de bannissement bouta les démons hors du monde. Une fois les démons chassés, Durtu put enfin tenir sa promesse à Astariel. Voyageant de nouveau à travers les racines du monde, il ramena Morelion et Yvraine en Ultuan et les déposa dans le Val de Gan. Ni l'un ni l'autre des enfants ne se souvint seulement d'avoir quitté Ultuan, seulement d'avoir été sauvés par Cœur de Chêne la nuit où leur mère se sacrifia. Yvraine devint bientôt la nouvelle reine éternelle, et Morelion son fidèle protecteur. Quant à Durtu, il désirait ardemment restaurer la magnificence perdue d'Averlorn, mais il savait que la grande forêt avait bien davantage besoin de ses services. Rappelant à lui presque tous les esprits qui avaient survécu à l'invasion d'Ultuan, il repartit chez lui. Après le départ de Durtu et des esprits sylvestres, les siècles passèrent et les elfes oublièrent peu à peu les enseignements de la grande forêt, devenant le grand empire maritime qui ne survivrait pas à la déchirure. De nombreux séismes finirent par rompre les racines reliant la grande forêt au reste du monde. Pendant tout ce temps, les aïeux veillaient patiemment, attendant le moment de percevoir la dette d'Astariel. Après plus d'un millénaire, les colonies elfiques qui s'installaient peu à peu dans le vieux monde finirent par découvrir la grande forêt, unifiant à nouveau le destin des elfes à cette dernière, et marquant la fin de la saison de l'oubli et le début de celle du renouveau. Alors que les elfes établissaient de plus en plus de colonies le long des littoraux de tous les continents, certains colons commençaient à s'aventurer plus loin dans les terres, mus par l'envie de découvrir des lieux inviolés depuis l'aube des temps. Ce fut de tels elfes qui découvrirent la grande forêt, et qui se sentirent instinctivement liés à cette dernière de par le pacte qu'avait passé Astariel avec Durtu. Ils s'installèrent donc à la lisière de la forêt et lancèrent des expéditions dans cette dernière. Toutes ces expéditions furent déjouées par des sentiers mouvants, et les elfes apercevaient parfois des silhouettes semblables à des arbres se mouvoir sous les frondaisons. Ils nommèrent la forêt Atell-Lorraine, et y établirent des pierres gardiennes pour empêcher les esprits d'en sortir.
Malgré ces préventions, il n'était pas rare que des colons disparaissent dans les bois. Mus par d'étranges visions ou attirés par des nymphes fantomatiques, on ne les revoyait jamais. Loin de là, de tragiques événements allaient mettre l'Empire Elfe à genoux. Malékis, fils d'Aénarion d'un deuxième lit, voulut s'emparer du trône par la force. S'ensuivit la déchirure, où les Azurs, elfes fidèles au trône, et les Druchis, elfes fidèles à Malekith, s'entre-déchirèrent dans de violents affrontements. Au final, Malékis et ses fidèles furent repoussés jusqu'à Nagaros, la terre du grand froid. Mais ils laissèrent l'Empire Elfe extrêmement affaibli. La paix qui s'ensuivit fut très brève, puisque l'arrogance des elfes les fit entrer en guerre contre le puissant Empire d'Aoi. De nombreuses colonies furent entraînées dans les campagnes stériles, mais les elfes d'Atel Lorraine refusèrent d'y participer. La mort du roi phénix Calédor le Second marqua la fin de la guerre contre les Dawi, et son successeur, Caradriel, finit par demander à tous ses concitoyens d'outre-mer de quitter leur colonie pour rejoindre Ultuan. Les elfes d'Atel Lorraine furent les seuls à refuser, trop attachés à leur nouvelle terre. Ils se déclarèrent indépendants du trône du roi Phénix. Caradriel, qui avait des problèmes bien plus graves, ne s'opposa pas à cette décision. Le départ des elfes fut suivi par l'arrivée des nains, qui atteignirent l'Atel Lorraine avec les premières neiges hivernales. Pleins de rancune à l'encontre des elfes, les fils des montagnes décidèrent de se tailler des sentiers à travers la forêt pour rejoindre la colonie elfique. Cette brutalité entraîna la fureur de la forêt, mais les esprits avaient toujours été lents pendant la saison froide. Les dryades ne tardèrent pas à être abattus ou dispersés, et Durtu, le seul aïeul encore éveillé, fut bien près de tomber sous les haches naines. Constatant que la forêt ne pourrait vaincre seuls les nains, Durtu la fit se retirer devant les envahisseurs, ouvrant des sentiers qui les conduiraient à la colonie elfique. Se pensant eux-mêmes attaqués, les elfes s'en prirent aux nains en leur tirant des volées de flèches. Après avoir orienté la progression des nains, la forêt guida le pas des elfes. Ainsi, chaque fois que les nains se retournaient pour faire face à la menace, les elfes disparaissaient parmi les arbres, pour ressurgir quelques instants plus tard à des distances impossibles. Faute de pouvoir à vaincre un ennemi qui ne se laissait pas atteindre par le bon acier, les nains battirent en retraite. Suite à leur victoire, les elfes commencèrent à s'établir à l'intérieur d'Atel Lorraine, craignant bien plus la rancune des Dawi que les caprices de la forêt. Un conseil des anciens eut lieu pour savoir quoi faire des elfes. Alors qu'Adanhu souhaitait accueillir les elfes, qui les avaient sauvés des nains, Coëdil voulait massacrer tous ceux qu'il considérait comme des intrus. Cette fois-ci, Durtu ne prit pas part au débat. Il avait beaucoup souffert des haches naines, et sa nature jadis bienveillante avait radicalement changé, car il n'avait plus pleinement foi en son propre jugement. La volonté d'Adanhu finit par prévaloir, et la forêt accueillit les elfes. Ariel, la plus éminente des mages elfiques, put s'entretenir avec les grands anciens, qui lui apprirent l'art du chant des arbres, soit la capacité à parler aux arbres et à les ordonner. Les elfes purent donc parler aux arbres et utilisèrent ce don pour créer des halls et des foyers végétaux. Ils traitaient la forêt avec la révérence qu'elle méritait, car ils voyaient dans ces cycles saisonniers l'essence de leur divinité ancestrale. Ils jugèrent de ne jamais rien prendre à la forêt sans le lui rendre sous forme de service ou de sacrifice. Quand les elfes avaient besoin de bois de chauffage pour survivre aux hivers glacials, ils se contentaient de branches mortes, et au printemps, ils prenaient soin des pousses et arbrisseaux. Quand les elfes chassaient les animaux de la forêt pour se nourrir et se vêtir, ils n'en gaspillaient rien, et rendaient grâce à Atel Lorraine par des cérémonies sanglantes. La culture des elfes évolua donc pour s'adapter à leur nouvel environnement. Durant ce temps, les dryades et les hommes arbres prenaient grand soin de ne jamais se montrer aux elfes, et les deux races évoluèrent en parallèle, partageant le même foyer mais ne se croisant quasi jamais. Quelques années après l'intégration des elfes, les nains repartirent à l'assaut d'Atel Lorraine. Cette fois, leur tronc était fort de dizaines de milliers de guerriers provenant de dizaines de forteresses. En apprenant cette menace, les dames et les seigneurs elfes sylvains tinrent un conseil au pied du chêne des âges. Et même les arbres de la clairière donnaient l'impression d'écouter ce qui se disait. C'est là qu'Ariel se sentit attiré par le seigneur Orion. Il était le plus brave et le plus beau de son peuple, tout comme Ariel était la plus sage et la plus belle. Tandis que le conseil débattait de la meilleure manière de faire face aux nains, Ariel et Orion étaient plongés dans leur propre conversation, et semblaient totalement détachés du grand débat. Ils finirent même par s'éclipser à l'insu de tous. Le reste du conseil était d'humeur maussade, car chacun voyait bien qu'il était impossible de vaincre les nains en bataille rangée. Pire encore, les voyants avaient perçu une autre menace. Une vaste horde de peaux vertes s'apprêtait à lancer sa propre attaque d'ici quelques jours. C'est en ces heures désespérées qu'Adanhu choisit de se révéler aux Azraï. Il promit l'assistance des esprits de la forêt pour peu que la bataille ait lieu avant la venue de l'hiver, avertissant cependant les elfes qu'une telle aide exigerait un grand sacrifice. Les elfes acceptèrent avec enthousiasme, n'ayant de toute manière pas le choix. Ils se rendirent compte peu après de la disparition d'Ariel et d'Orion, mais toutes les recherches pour retrouver les deux elfes furent vaines, et ils durent se résoudre à oublier les deux amants égarés. Le lendemain, le grand toast d'Atel Lorraine affronta les nains. Comme Adanhu l'avait promis, les Azraï ne se battirent pas seuls. Les hommes arbres colossaux marchaient parmi les lignes elfiques,
et des myriades de dryades grouillaient sur les flancs. Le puissant Durtu mena la charge, véritable force de la nature, avide de se venger de tout ce qui l'avait meurtri. Face à un tel hoste, les nains n'avaient guère d'espoir. Bien qu'ils résistassent avec toute la ténacité de leur race, ils finirent par rompre les rangs et fuir en laissant de nombreux morts. La victoire contre les nains fut marquée par le début de l'hiver et l'hibernation des esprits de la forêt. Malheureusement, la menace que faisait peser la Wag peau verte sur Atel Loren n'avait pas encore été éliminée. Les peaux vertes commencèrent à envahir la forêt. Ils allumèrent de grands brassiers pour se réchauffer et couper les arbres pour se tailler des lances. Les Azraï combattirent de toute leur force, mais les peaux vertes étaient trop nombreux, et les esprits de la forêt trop ralentis par le froid de l'hiver. Atel Loren cédait peu à peu face aux envahisseurs, et les Azraï furent bientôt repoussés jusqu'aux chaînes des âges, où ils se préparèrent à livrer leur dernière bataille. Quelques minutes seulement avant que les peaux vertes ne se ruent sur les elfes, l'avatar de Kurnous, le dieu de la chasse, apparut. Suivi par une meute de chiens, il sonna son corps et se rua sur les peaux vertes. Avec lui arriva le printemps, et une nuée de dryades totalement éveillées et prêtes à en découdre avec les peaux vertes. Cette apparition divine raviva le courage des Azraï, qui se précipitèrent à la suite de leur dieu dans la bataille. Le massacre qui s'ensuivit ne laissa aucun peau verte en vie. Suite à la bataille, les Azraï épuisés allèrent rendre hommage aux chaînes des âges. C'est là qu'ils découvrirent Ariel et Orion, trônant en tant qu'avatar d'Isha, la déesse mère, et de Kurnous, le chasseur. On convoqua en hâte un grand conseil, et l'ensemble des dames et seigneurs s'agenouillèrent devant Ariel et Orion, désormais et à jamais souverains de la forêt. De nombreux elfes, le cœur encore vibrant du son de la chasse, accueillirent volontiers en eux-mêmes une part des pouvoirs divins d'Orion. Ils devinrent ainsi les premiers cavaliers sauvages, les écuyers dont le service et les rituels entretiennent l'esprit du chasseur. À la suite de la bataille, Atel Loren était hors de danger, et les Azraï, avec à leur tête Ariel et Orion, étaient plus liés que jamais à la grande forêt. Les jours passèrent, puis les mois. Le printemps laissa sa place à l'été, puis à l'automne. Là où Ariel restait aussi puissante que le premier jour de l'année, on se rendit compte que la force et la colère d'Orion diminuaient au cours de l'année. À l'arrivée des premières neiges, Orion organisa un rituel au cœur duquel il se fit immoler, et ses cendres furent placées dans le chêne des âges. Les Azraï pleurèrent la mort de leur roi, car ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais au printemps suivant, quand Orion renaquit, il apparut clairement à tous qu'Ariel et Orion, et à travers eux la race Azraï entière, étaient désormais liés à la trame de l'existence, l'entrelac entre la vie et la mort qui régit tout être vivant. L'existence en Atel Loren continua ainsi pendant des années. Chaque printemps, Orion renaissait pour se sacrifier l'hiver venu. Au fil des siècles, Ariel apprit à maîtriser les pouvoirs de la trame, et elle guérit patiemment les blessures dont la forêt avait souffert. Tout cela apportait une réelle satisfaction à Hadanhu et à ses pairs. Sous la garde des Azraï, la forêt prospérait et ses aspects les plus sauvages demeuraient cantonnés à des proportions tolérables. Cette existence paisible menée par les Azraï dura des siècles, mais finira par laisser place au chaos, en même temps que la saison du renouveau laissa sa place à la saison du flétrissement. Une nuit de mauvais augure marqua l'avènement de la saison du flétrissement. Cette nuit-là, Ariel sentit en effet une puissante disruption dans la trame, causée par l'apparition dans le monde d'une créature aussi puissante qu'Impi. Résolu à en savoir plus, Ariel dépêcha ses éclaireurs les plus capables. Aucun de ceux qui partirent ne revinrent, mais Ariel commençait à se faire une idée des pouvoirs de la créature qu'elle traquait. Partout où il se rendait, le tissu de la réalité se retrouvait hideusement altéré. Les arbres étaient tordus en des formes horribles, les cultures noircies saignaient sous la faux, et la chair se remodelait comme la glaise entre les mains d'un sculpteur dément. Dans son sillage, le bon sens faisait place à la démence, et le noble sens du devoir devenait la débauche la plus éperdue. C'est d'après ces méfaits qu'Ariel finit par baptiser l'ennemi Sianater, le corrupteur, incarnation du désordre et du chaos. Il fut plus tard connu sous le nom de Morgur, l'enfant de l'ombre. La simple existence de cet être était une offense pour Ariel, car la dégradation de la trame symbolisait tout ce à quoi elle s'opposait. Souhaitant désespérément apprendre comment lutter contre ce nouvel ennemi, Ariel prit un grand risque. Revêtant une forme spirituelle, elle se rendit là où Morgur avait sévi sans entrave. Après des mois de recherche en des lieux où nul elfe vivant n'aurait pu se rendre sans péril, elle découvrit la bête qui gambadait follement en compagnie d'autres abominations. Cette créature était si difforme et grotesque qu'Ariel en rit presque. Elle s'était attendue à un mage avide de pouvoir, ou à un sorcier rancunier surgi du passé. À la place, elle ne voyait qu'une bête ignare trop stupide pour comprendre sa propre nature. Sans hésitation, Ariel invoqua une flamme purificatrice sur le corrupteur et sa harde bêlante. Sa tâche accomplie, la reine magicienne repartit, croyant dans son arrogance que Morgur ne représenterait plus une menace. Elle était certaine que le monde et la trame finiraient par se remettre de toucher du corrupteur. Or, Ariel ignorait que Morgur n'était pas si facile que ça à tuer.
Les blessures de la bête commencèrent à guérir dès que la reine magicienne tourna les talons. Plus grave encore, Morgur lui aussi avait observé. Il n'avait pas compris tout ce qu'il avait vu, car son esprit tordu n'était qu'une spirale de démence, étrangère au concept de pensée articulée. Mais Morgur avait su reconnaître ce qu'était Ariel, en goûtant une fraction de sa puissance, et il en voulait désormais davantage. Lentement, mais sûrement, le parcours sinueux de Morgur finit par l'emmener vers le sud, vers Athel-Lorraine. C'est à cette époque que les barbares humains franchirent les montagnes grises d'est en ouest pour s'installer dans les vastes prairies de Bretonie. À la suite du retrait des elfes vers Ultuan, les Pauvertes avaient peu à peu occupé ces terres, et il ne restait que des ruines des anciennes colonies elfiques. Les barbares humains et les Pauvertes se livrèrent donc d'incessantes guerres pour le contrôle de ces terres, sous le regard amusé des Azraï, qui ne prenaient pas parti, considérant les deux races comme trop primitives pour que cela en vaille la peine. Cependant, dès que les conflits débordaient jusqu'à la lisière d'Athel-Lorraine, les Azraï repoussaient les envahisseurs à coups de flèches et de lances, avant de disparaître dans la forêt. C'est ainsi que commença la tradition de la chasse sauvage. Chaque été, au plus fort des batailles entre humains et Pauvertes, Orion prenait la tête de ses Azraï les plus bouillants pour se rendre dans les terres barbares au-delà de la plaine sauvage, et y traquait des proies bipèdes comme il l'aurait fait pour tout autre gibier. Bientôt, la terrible gloire de la chasse sauvage fut gravée dans les légendes des peuples barbares, qui apprirent que menacer la forêt était synonyme de mort prompte et inévitable. Avec le temps, les elfes prirent de plus en plus de plaisir à prendre la vie des hommes et des Pauvertes, se donnant pour justification le besoin de réguler des populations ennemies comme ils le faisaient pour n'importe quelle autre espèce animale dangereuse. Ils parcouraient alors toujours plus de distance pour chasser ces indésirables. Alors que les Azraï tenaient en respect les menaces extérieures qu'étaient les Pauvertes et les hommes, ils ignoraient un danger intérieur croissant. De mémoire d'elfes, il y avait toujours eu des hommes bêtes dans la forêt. Chaque année, les Azraï traquaient ces intrus sans pitié, mais il en revenait davantage tous les ans. Les elfes sylvains avaient maintes fois cherché à totalement éliminer la menace, mais que ce soit grâce à une compréhension instinctive des sentiers d'Athel-Lorraine ou pour toute autre raison, les hommes bêtes avaient toujours su échapper à ces campagnes. Alors que la chasse sauvage rencontrait de plus en plus de succès, et que l'attention des elfes sylvains était rivée sur l'extérieur, le nombre d'hommes bêtes arpentant la forêt grandit sans attirer l'attention. Cela était dû à Morgur, qui avait croisé le chemin d'Ariel 2 siècles plus tôt, et s'était depuis rendu discrètement dans la Lorraine. Il avait réuni en secret une immense harde d'hommes bêtes et d'autres mutants immondes, et se lançait maintenant à l'assaut de la forêt. La guerre lancée par Morgur aurait de toute manière été terrible, mais en plus du nombre incroyable d'hommes bêtes de la harde, la présence impie et corruptrice de Morgur brouillait la forêt. Les dryades et même les hommes marbres devenaient fous au contact de cette corruption, et se retournaient parfois contre les elfes. Au plus fort de la guerre, les elfes crurent plusieurs fois en finir avec Morgur, mais sa capacité à se régénérer même après avoir subi les pires blessures était stupéfiante. Peu importe le nombre de projectiles lancés sur la bête, ceux-ci se transformaient en crapauds avant d'atteindre leur cible. Certains elfes tentèrent de l'approcher et moururent simplement par l'aura chaotique qui émanait de Morgur. Et même lorsque celui-ci était blessé, il disparaissait simplement du champ de bataille avant d'y revenir quelques heures plus tard comme si de rien n'était. Ce terrible conflit ne prit fin que lorsque Morgur fut tué à la bataille de l'Angoisse. Coëdil, l'un des aïeux les plus vénérables, dispersa les forces du corrupteur et se saisit lui-même de la bête. Alors que Morgur tentait de se libérer, Ariel l'abattit à coups férir. Cette fois, la reine magicienne était on ne peut plus résolue à détruire le monstre. Aussi puisa-t-elle dans le pouvoir de la forêt en plus du sien. Morgur lui-même ne put endurer un tel déferlement de puissance. Ariel mit à bas ses défenses et anéantit son corps difforme. Malgré cette victoire, la forêt resta à jamais souillée par Morgur. Aucun être vivant touché par le sang du corrupteur ne s'en remettait tout à fait. Un chêne noueux, aux branches courbées comme des cerfs, marqua l'endroit où Morgur périt. Le site environnant fut par la suite baptisé Clairière du Malheur, car on n'y trouve plus qu'une flore rabougrie et mal formée. Malheureusement, Ariel dut bientôt se rendre à l'évidence. Morgur était immortelle tout comme elle. Chaque fois que la bête était tuée, elle renaissait ailleurs. La bataille de l'Angoisse marqua donc le début d'une guerre secrète entre les elfes sylvains et les hommes bêtes, une guerre qui n'en fait pas moins rage depuis cette époque reculée. 5 siècles après la bataille de l'Angoisse, Athel-Lorraine connut de nouveau un conflit interne. Le seigneur Coëdil, sans doute sous l'emprise d'un reliquat de la folie de Morgur, voire de son ressentiment envers les elfes, chercha à entraver la renaissance d'Orion. Cet hiver-là, Coëdil et ses suivantes dryades ne dormirent pas, mais guettèrent le moment où Ariel entama son séjour dans le chêne des Arges. Alors que la forêt était assoupie et que les elfes ignoraient ses intentions, l'ancien se rendit à la clairière du roi pour y massacrer tous ceux qui s'y trouvaient, car sans cavaliers sauvages pour accomplir le rituel de la renaissance, Orion serait considérablement affaibli, à supposer même qu'il puisse seulement être invoqué. Ariel s'éveilla brusquement au premier sang d'elfes versé. Prise de fureur, elle se précipita au secours des cavaliers sauvages. Coëdil et ses suivantes n'avaient aucune chance face à la colère d'Ariel. Déployant sa puissance considérable, la reine magicienne dispersa les servantes du seigneur Sylvestre, et défit ce dernier.
Malgré son ardent désir de supprimer les esprits rebelles pour les torts qu'ils avaient causés, Ariel ne pouvait pas davantage mettre fin à leur existence qu'elle ne pouvait se priver d'une part de son âme. Car Coëdil restait lié à Athel Loren, tout comme Ariel. Elle se contenta donc d'emprisonner l'aïeul et les dryades qui l'avaient suivi dans les bois sauvages, le recoin obscur d'Athel Loren où nul elfe ne vivait. Les bois sauvages furent eux-mêmes entourés de bornes gardiennes, et Coëdil fut abandonné parmi les sombres clairières pour y méditer sa trahison. Depuis ce jour, aucun elfe ne s'est aventuré dans la prison de Coëdil, car une telle aventure équivaudrait à partir à la rencontre de la mort. Même si Coëdil lui-même fait face à son sort en silence, ses suivantes ont été rendues folles furieuses par leur exil, et elles arpentent inlassablement les clairières, le cœur plein de désirs cruels. L'emprisonnement de Coëdil marqua la fin de la saison du flétrissement, et le début de celle de la révélation. La saison de la révélation fut un âge d'or pour Athel Loren. Sous l'égide d'Ariel, les liens se resserrèrent plus que jamais entre les elfes et la forêt, et les plaies de la saison précédente furent guéries. Les siècles passés et les elfes sylvains ne sortaient quasiment plus de leur domaine, à l'exception de la chasse sauvage, faisant des sorties régulières pour rappeler la puissance d'Athel Loren. Bien que cette époque fût assez paisible, certaines incursions menées par des chefs de guerre orques ou des tas de nains partirent malgré tout pour envahir la Lorraine. Mais ces incursions étaient si facilement repoussées que la mémoire des elfes retinrent de cette période une ère paisible. Nourrie par les dépouilles de ces incursions, la forêt devint encore plus majestueuse, et ses résidents se multiplièrent. Une telle prospérité ne pouvait durer. Morgur s'était une nouvelle fois relevé, attirant à lui une nouvelle harde de nombreux hommes bêtes. Cette fois, la horde sauvage ne se dirigea pas vers Athel Loren, mais se répandit vers le territoire humain en direction de la cime d'Argent, un pic scintillant qui irriguait les terres occidentales. Ariel savait qu'il était hors de question de laisser Morgur souiller les eaux de ce site ancestral. Bien qu'elles eussent perdu de leurs ampleurs, les racines d'Athel Loren étaient profondes, et puisaient dans de nombreuses terres dépendant des eaux de la cime d'Argent. Ariel n'osait pas faire face elle-même à Morgur, car les touchés de la bête l'avaient terriblement affaibli lors de leur précédente confrontation. Orion n'avait pas ce genre d'inquiétude. En fait, il était même impatient de saisir l'occasion de tuer la bête qui avait osé nuire à sa reine bien-aimée. La chasse sauvage partit donc vers la cime d'Argent. Les elfes voyageant aux côtés d'Orion étaient entraînés par sa soif de sang, et ils massacrèrent tous les humains qu'ils croisèrent sur leur route. Une fois arrivés sur les pentes de la cime d'Argent, les elfes tuèrent une grande partie de la harde de Morgur, et rabattirent les autres à renfort de flèches vers les dryades, qui finirent le travail. Orion démembra personnellement Morgur, et jeta les restes corrompus dans un bûcher de bois stellaire purificateur. Les elfes ne rencontrèrent aucune autre créature sur la cime d'Argent, mais Orion percevait une autre présence, qui n'était pas sans évoquer sa reine, et dont les murmures inaudibles résonnaient dans son esprit. Quand Orion rapporta cela à Athel Loren, nul ne fut plus intrigué qu'Ariel. La reine magicienne savait en effet que Morgur cherchait à se nourrir des avatars d'Isha et de Kurnus, mais elle n'avait jamais imaginé que d'autres avatars qu'elle ou Orion puissent exister. Si tel était le cas, Morgur chercherait aussi à les dévorer, ce qui expliquerait son choix de se diriger vers la cime d'Argent plutôt que la Lorraine. De nombreuses lunes plus tard, cette théorie fut accréditée. Morgur réapparut à l'ouest d'Athel Loren, et fut de nouveau attiré par la cime d'Argent. Les elfes sylvains se mirent donc en route pour entraver la progression de Morgur. Cette fois-ci, la bête avait été repérée en hiver. Orion n'était plus qu'un souvenir et ce ne fut pas lui qui prit la tête de l'expédition. Depuis le dernier affrontement entre les elfes et Morgur, les rudes humains des terres occidentales s'étaient unis sous l'étendard d'un puissant chevalier nommé Gilles. Ces primitifs se dirigeaient eux aussi vers la cime d'Argent, et ils se mobilisèrent pour la défendre. Ces humains auraient connu un sort funeste si le second host d'elfes sylvains avait été dirigé par Orion, car le roi des forêts n'avait guère d'affection pour eux. Mais en l'occurrence, Orion n'était plus qu'un souvenir et la raison put prévaloir. Une alliance fut donc conclue entre les hommes et les elfes, qui purgèrent ensemble la corruption de Morgur. La bataille fut totalement maîtrisée par l'Alliance, dont les armées combinées dépassaient largement en effectif la harde du corrupteur. Une fois les hommes bêtes vaincus, les elfes sylvains se nimbèrent de brume et s'éclipsèrent, malgré les tentatives des humains de négocier avec eux. De brèves alliances comme celle-ci étaient déjà arrivées par le passé, et d'autres arriveraient certainement dans le futur. Les elfes n'y prêtèrent donc pas plus d'importance. Cependant, les hommes n'étaient pas si prompts à oublier, et ils commencèrent à narrer des contes sur les fées qui vinrent en aide à Gilles l'Unificateur. Des années plus tard, le fils de Gilles brava les périls d'Athel Loren lors de sa quête du Graal. Il alla voir les elfes sylvains dans l'espoir de forger une alliance durable entre son royaume et celui des fées. Orion, avec son tempérament colérique, souhaitait massacrer l'intrus sur le champ, mais Ariel passa outre la volonté de son consort. La reine magicienne savait que tant que perdurerait l'esprit de la cime d'Argent, Morgur ne s'attaquerait pas à Athel Loren. Et il était donc souhaitable de laisser prospérer les protecteurs humains de cet esprit.
C'est ainsi que débuta une amitié houleuse entre l'antique domaine d'Athel-Lorraine et les royaumes naissants de Bretonie. Orion exprima ouvertement son déplaisir, et jura qu'il n'allait pas brider l'élan de la chasse sauvage au gré des caprices de sa reine. Ariel conclut donc que malgré l'alliance avec les Bretoniens, la chasse sauvage pourrait continuer de sévir sur les terres de Bretonie, et que cela servirait de rappel aux Bretoniens, pour qu'ils n'oublient pas que malgré leur accord, les Azraï leur restaient supérieurs. Pendant ce temps, l'esprit de Cime d'Argent avait étendu son influence en profondeur à travers toute la Bretonie. Les humains le vénéraient comme leur sauveur et protecteur, mais Ariel pensait qu'il était beaucoup plus proche d'elle que d'eux. Les humains appelaient cet esprit la Dame du Lac. Avec un royaume entier ainsi enrôlé au service de la défense contre Morgur, il semblait que l'avenir d'Athel-Lorraine ne pourrait qu'être radieux. Hélas, les elfes sylvains découvrirent qu'il était plus difficile de s'effacer une seconde fois aux yeux du monde. Les bardes bretoniens colportaient fort loin les récits des fées. Ce genre d'histoire ne pouvait qu'atteindre les oreilles des conquérants en quête de terre, et les elfes sylvains durent faire face à une série d'armées d'invasion, chaque fois plus grandes et plus déterminées. Pendant que les histoires au sujet d'Athel-Lorraine se diffusaient dans tout le monde extérieur, les nouvelles des événements lointains filtraient dans la forêt. C'est ainsi que les Azraï apprirent les conflits qui faisaient rage entre les Druchis et les Azurs. Certains Azraï furent méprisants et blâmèrent leurs cousins qu'une guerre si absurde puisse durer, mais la plupart étaient en proie au chagrin. C'était particulièrement le cas pour Alisara, sœur d'Ariel et jadis, il y a bien longtemps, épouse de Malékis. La nouvelle de la trahison de son ancien époux la rendit triste au point de s'isoler complètement. Elle finit par demander à sa sœur Ariel la permission de quitter la forêt pour rejoindre Malékis et tenter de le raisonner. Devant la détermination de sa sœur, Ariel ne put qu'accepter, et Alisara partit bientôt à l'ouest avec une escorte digne de son rang. Malékis fit tout pour cacher le retour d'Alisara aux yeux de ceux de Nagaros. Mais sa mère, Morathi, déjoua aisément ses précautions. Elle ne voulait pas qu'Alisara revienne, car elle représentait l'une des plus grandes faiblesses de son fils, et il serait plus difficilement manipulable une fois en compagnie de son épouse. Ne souhaitant pas agir directement, elle se déguisa afin de charmer Valédor, un prince déchu d'Ultuan, lui faisant croire que l'escorte d'Alisara était en réalité une armée elfique qui avait promis d'aider Nagaros. Aveuglé par les sorts de Morathi et son propre désir de regagner son rang, Valédor réunit ses forces pour livrer bataille aux elfes sylvains sur les côtes de Bretonie. Le combat s'engagea donc entre les Azraï et les Azurs, ces derniers prenant rapidement le dessus de par leur nombre et l'effet de surprise. Il ne resta bientôt plus rien de l'escorte d'Alisara, et le prince déchu d'Ultuan s'apprêtait à abattre la princesse. C'est à ce moment qu'Alisara comprit la folie dont Morathi l'avait infligée. Elle incanta immédiatement un contre-charme pour défaire l'emprise de Morathi. Malheureusement, la lance du prince lui perça le cœur alors qu'elle prononçait la dernière syllabe de son incantation. Reprenant ses esprits, le prince se rendit compte du crime dont il s'était rendu coupable, et, inconsolable, il se jeta du haut d'une falaise. À la mort de leur commandant, les hauts elfes s'en repartirent, les uns pensant qu'ils avaient mis fin à un grand péril, et les autres soupçonnant qu'ils avaient été l'instrument de ce même péril. Très peu en reparlèrent jamais. Seule une poignée des elfes sylvains revinrent en Athel-Lorraine pour apporter le drame. Quand Ariel apprit la mort de sa sœur, la carrière du roi fut plongée dans un grand silence, qui dura des jours et des jours. L'hiver fut précoce cette année-là en Athel-Lorraine. Alors que le givre se faisait de plus en plus lourd, le chagrin d'Ariel fit place à l'amertume, et l'amertume fit place au courroux. Ce courroux de la reine éternelle allait marquer le début de la saison de la vengeance. Ariel était bien décidée à identifier les responsables de la mort de sa sœur, et dans ce but, elle mobilisa toutes les ressources divinatoires d'Athel-Lorraine. Elle savait que les exécutants étaient des guerriers d'Ultuan, mais il lui fallait le nom de l'instigateur de toute l'affaire. Or, Morathi avait prévu l'éventualité d'une telle recherche. Elle avait dissimulé son implication par des enchantements. Ariel se rendit bientôt compte que sa seule magie ne pourrait trouver la véritable responsable de toute l'affaire. Aveuglée par la vengeance, elle se plongea dans des recherches occultes et commença à s'intéresser à la magie noire. Grâce à ces nouvelles connaissances, Ariel put restaurer une partie des racines du monde d'Athel-Lorraine. Elle créa donc un passage jusqu'à Ellyrion, patrie du prince Valédor qui avait assassiné sa sœur, et envoya Orion y assouvir sa vengeance, pendant qu'elle continuait ses recherches pour trouver les autres coupables. Orion leva donc un ost et se rendit jusqu'à Ellyrion. Les habitants du royaume réagirent lentement à l'invasion. Curnus avait toujours été leur dieu tutélaire, et ils n'étaient pas prompts à prendre les armes contre celui qui revêtait son aspect. Leur hésitation leur coûta cher, et cet été-là, les plaines d'Ellyrion furent rougies par le sang des Azurs. Orion massacra tout l'été, jusqu'à ce que même lui fût lassé, mais Ariel lui ordonna de continuer, et ce jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à découvrir que Morathi était à la tête du complot visant à assassiner sa sœur. Ariel envoya donc les Azraï jusqu'en Nagaros, où ils assiégèrent Gronde, la puissance place forte de Morathi. Malékis aurait pu prêter main forte à sa mère, mais il lui en voulait toujours pour l'assassinat d'Alisara,
Il ordonna donc qu'aucun Drouchi ne parte secourir Gronde. Malgré l'absence de renforts ennemis, le siège fut difficile pour les Azraï, car le froid qui régnait en Agaroth décourageait même les plus violentes des dryades. Mais les défenses de la cité étaient prévues pour repousser un assaut venant du nord, non pas des forêts intérieures. Les Azraï réussirent finalement à pénétrer dans la cité. Ariel et Orion purent donc acculer Morathi, qui, privé d'échappatoire, recourut à la duplicité. S'avilissant devant Ariel et Orion, la sorcière matriarche offrit tout le spectacle du repentir. Orion voulait en finir, mais Morathi avait su percevoir la magie noire qu'avait utilisée Ariel, et était prête à monnayer sa vie en échange d'une connaissance approfondie de sa discipline occulte. Ariel, déjà corrompu par son utilisation de la magie noire, céda à sa soif de pouvoir et accepta l'offre de la matriarche. Cette dernière fut donc épargnée, et ne partagea avec Ariel qu'une infime partie de son savoir, avant de s'atteler à la reconstruction de sa forteresse. De retour en Athel-Lorraine, Ariel et Orion se querellèrent violemment au sujet de l'accord conclu. Cette dispute marqua un réel froid dans leur amour, et, lorsqu'au printemps suivant, les cavaliers sauvages se réunirent pour la résurrection d'Orion, Ariel les congédia sans leur donner d'explication. Ainsi, Orion cessa de renaître, et Ariel régna seul. La reine éternelle se montra de plus en plus inconsidérée, et son amertume finit par déteindre sur les esprits de la forêt. Et faute de catharsis en l'absence d'Orion et de sa chasse sauvage, ils recommencèrent à s'en prendre aux Azraï comme on ne l'avait pas vu depuis des siècles. En une décennie, la vie en Athel-Lorraine était passée de l'harmonie symbiotique à la lutte pour la survie. Durtu et Adan-Hu étaient restés pacifiques malgré la folie environnante, mais même les deux plus anciens esprits de la forêt étaient impuissants à guérir la folie qui s'emparait des dryades et des Azraï. En plus de ces conflits internes, les elfes sylvains se firent de plus en plus agressifs, lançant des expéditions lointaines sur ordre d'Ariel, pour venger les torts des précédentes saisons. Des seigneurs bretoniens qui étendaient leur influence trop près de la forêt étaient repoussés. Les bastions nains qui avaient jadis envoyé des troupes contre Athel-Lorraine voyaient leurs caravanes de marchands anéanties, et leurs armées en marche victimes d'embuscades. Les tribus de peau verte étaient exterminées, ou chassées de leurs tanières montagnardes. Ariel usait fréquemment de sa sorcellerie pour appuyer ses attaques. Cette situation délétère pour la Lorraine dura de nombreuses années, jusqu'à ce qu'une mauvaise nouvelle vienne encore fragiliser la position des Azraï. Morgur était une nouvelle fois réapparu, cette fois dans la forêt des ombres, et il menaçait une fois de plus la grande forêt. Pour l'occasion, Ariel décida que la corruption de cet être prendrait fin une bonne fois pour toutes. Elle allait consommer son pouvoir comme lui-même voulait le faire avec elle. La reine magicienne envoya donc un host au nord via les racines du monde, et elle affronta sans délai la horde de Morgur. Comme précédemment, les elfes sylvains constatèrent que leurs armes étaient impuissantes contre le corrupteur, mais Ariel l'avait prévu. Au plus fort de la bataille, elle et tout un aéropage de tisseurs de charme conjuguèrent leurs efforts pour piéger Morgur et le transporter jusqu'aux chaînes des âges. Elle entrava alors l'ignoble créature avec toute la magie impie dont elle disposait, et entama le rituel pour s'approprier son pouvoir. Ariel aurait pu mener à bien ses plans désastreux, sans l'intervention de Durtu. L'aïeul avait ressenti la perturbation entraînée par le passage du corrupteur dans les racines du monde, et fut outré qu'on puisse les profaner de la sorte. Il se hâta vers le chêne des âges, et tua Morgur avant le terme du rituel. Ariel hurla et vétipura, mais n'osa rien tenter contre Durtu. Même au plus fort de sa corruption, la reine magicienne savait qu'il valait mieux ne pas nuire à l'un des aïeux. Aussi le laissa-t-elle repartir, et prétendit depuis qu'elle l'avait fait par pitié et non par faiblesse. Les décennies passèrent, Ariel refusait toujours à Orion le droit de renaître, et les elfes sylvains se vengeaient cruellement du moindre tort qu'ils subissaient. Des marchands nains ayant pénétré dans les pics des pins furent massacrés sans merci. Quand les nains cherchèrent à se venger, les elfes sylvains détruisirent plusieurs bastions dans les montagnes grises, sans toutefois pouvoir s'attaquer aux fortifications de Karak-Norn. Plus tard, lorsqu'une armée de l'Empire égaré se hasarda dans les vertes clairières, Ariel ne se contenta pas de les faire massacrer. Elle envoya également des dryades raser la ville d'où elle était partie. Les cités bretoniennes de Paravon et de Quenelle souffrirent tout particulièrement, et furent presque abandonnées alors que les nobles comme les paysans partaient à l'ouest pour échapper à la cruauté des fées. Malgré toutes leurs victoires militaires, les elfes sylvains étaient en train de péricliter. Leur naissance ne suivait plus du tout le nombre de pertes qu'ils subissaient dans leurs campagnes, et le nombre d'elfes mourant dans des conflits internes les opposant aux esprits de la forêt devenus fous était encore plus désastreux. De nombreuses racines du monde de création récente se flétrirent irrémédiablement, quels que fussent les efforts de la reine magicienne. Pourtant, même face à un désastre aussi flagrant, Ariel ne se détourna pas de sa voie, tant son âme avait été entachée par la magie noire. C'est vers cette époque que le roi phénix Dultuan envoya des ambassadeurs en Athel-Lorraine pour tenter de refermer les plaies du passé. Ariel rejeta sèchement les avances des hauts elfes, et les piégea dans le dédale de la forêt. Dépourvus du sens de l'orientation des elfes sylvains en Athel-Lorraine, les émissaires y restèrent piégés des décennies. Quand ils finirent par en sortir, ce fut pour tomber sur une armée bretonienne avide de faire payer les elfes sylvains pour leur déprédation, et ils finirent leur périple sur un bûcher.
Affaiblis et attristés par la situation qui ne s'améliorait guère, les aïeux de la forêt n'en purent plus. Ils sentaient les bois se flétrir autour d'eux, et ils savaient que pour prévenir la catastrophe, il était indispensable de purger la souillure dans l'âme d'Ariel. Avec l'aide d'une jeune prophétesse du nom de Naès, qui avait elle-même résisté à la démence ambiante, ils réunirent toutes les forces qu'ils purent trouver et marchèrent sur la clairière des rois. Adano-Hu tenta de raisonner Ariel. Il chercha à la ramener dans le droit chemin, mais la reine magicienne ne vit là qu'une armée venue pour la déposer. Poussant un grand cri, Ariel appela à elle les elfes et les esprits forcenés, et ordonna à ses détracteurs de partir. Ainsi éclata une bataille au cœur d'Atel-Lorraine. Très inférieur en nombre, Adano et les siens se trouvèrent rapidement en difficulté. Aussi, l'aïeul eut recours à une manœuvre désespérée. Contactant Ariel grâce à leur lien qui les unissait à la trame, Adano aspira la souillure de son cœur pour la sceller en lui. Hélas, ce geste d'abnégation fut fatal à Adano-Hu, car Ariel avait accumulé au fil des ans un fardeau trop lourd pour l'aïeul, qui en périt sur le coup. Cependant, le sacrifice d'Adano-Hu ne fut pas vain, car il permit à la forêt de sortir de sa démence. La haine des esprits de la forêt et des elfes s'évanouit en un instant, et Ariel fut purgée de sa corruption. À nouveau lucide, elle se rendit compte de tout le mal qu'elle avait fait, et de l'interruption des cycles naturels qu'elle avait causés par égoïsme. La reine magicienne s'enfuit en sanglotant et s'enferma dans le chêne des âges, pour se repentir et réparer les torts qu'elle avait commis. La saison de la vengeance arrivait enfin à son terme, et une ère de restauration pouvait commencer à travers la saison de la rédemption. Avant de s'isoler du monde, Ariel fit revenir Orion. Son retour n'avait jamais été nimbé d'autant de chagrin, car la reine et son consort échangèrent bien davantage de mots durs que de paroles aimables. Puis, la reine éternelle partit s'isoler dans le chêne des âges, et on ne la revit plus pendant de nombreuses années. Orion mourait en hiver et était ressuscité au printemps par les cavaliers sauvages, mais il régnait maintenant seul. En dépit de l'absence d'Ariel, le cycle de la vie se poursuivait. Les limites de la forêt étaient sous bonne garde, les clairières vénérables étaient entretenues, et les hardes d'hommes-bêtes errantes étaient éradiquées comme il se devait. Cependant, sans leur reine, les Asraï étaient désorientés et ne savaient que faire. Un grand conseil eut lieu pour déterminer ce qu'ils devaient faire, et il y fut décidé que les elfes sylvains devraient se racheter pour les torts qu'ils avaient commis aux humains et aux nains voisins, coupables d'ignorance plus que de malveillance. Les Asraï espéraient en effet que de tels gestes bienveillants pourraient accélérer la régénération de la trame, et renforcer la Bretonie pour qu'elle puisse à nouveau servir de rempart à Atel-Lorraine. Tout semblait bien se passer durant les premières décennies. Les elfes sylvains appliquèrent la décision du conseil, et plus d'un tas de nains ou d'un seigneur bretonien incrédule vit une défaite annoncée se transformer en victoire grâce à l'intervention des archers d'Atel-Lorraine. Parmi ces nombreuses issues heureuses, la plus notable fut celle du siège de Brionne et de Quenel, quand les Skaven émergèrent de leur empire souterrain. 3 jours et 3 nuits durant, les agiles guerriers d'Atel-Lorraine combattirent aux côtés de la fleur de la chevalerie bretonienne, jusqu'à rejeter les ignobles hommes-rats dans les tunnels. En l'honneur de cette victoire, le commandant de l'Host d'Asraï, un certain Arda, fut nommé chevalier du royaume à titre honorifique par le duc Mérové de Moussillon. En preuve de sa bonne foi, Arda accepta le titre et les décorations bretoniennes, qu'il porta tout au long du banquet en l'honneur de la victoire. Mais dès que l'Host Asraï repartit en Atel-Lorraine, il se débarrassa de ces décorations qu'il considérait comme grotesques. Bien que ni les nains ni les humains ne comprirent pourquoi les elfes sylvains se portaient soudainement à leur secours, ils acceptèrent l'aide des Asraï, qui n'était pas de trop pour faire face aux menaces qui se pressaient à leurs frontières. Au fil des ans, les Bretoniens finirent par reconsidérer les Fées des Bois comme des alliés. De leur côté, les nains acceptaient l'aide des Asraï mais ne rayaient aucune des lignes qui leur étaient dédiées dans leur livre des rancunes. Orion se battait avec une ferveur sans pareille. Il ne connaissait que trop bien la peine de sa reine, et il voulait l'apaiser. Si cela impliquait de combattre pour des nains malodorants, son âme supporterait ce fardeau. En tant que dieu, il était capable d'exploits inconcevables pour les mortels. Cependant, année après année, les campagnes d'Orion devenaient plus longues et plus sanglantes. Dans les tréfonds du chêne des âges, Ariel le perçut et en fut troublé. Les elfes sylvains n'avaient rien à gagner si Orion, par colère, réitérait les erreurs de la saison précédente. Ariel comprit alors à quel point la survie d'Atel-Lorraine dépendait de l'équilibre entre son consort et elle-même. Malheureusement, elle n'était toujours pas prête à quitter le chêne des âges pour rejoindre le conseil. Elle décida donc de se faire représenter par des émissaires qui porteraient sa voix auprès du conseil. Ariel choisit pour cette tâche 2 jumelles du nom de Naestra et Araan. On ne les distinguait qu'à leur manière et à la couleur de leurs cheveux. Naestra, à la crinière noire, était noble et chaste. D'une caresse, elle pouvait guérir les pires blessures, et c'est à contre-cœur qu'elle faisait du mal, même à l'être le plus vil. Au contraire, la chevelure d'Araan était de neige pure, mais son âme féroce se complaisait dans la mêlée.
Elle recherchait toutes les sensations que la vie pouvait offrir, et se conduisait à la limite de l'inacceptable, même pour une société aussi permissive qu'Athel Lorraine. Dans un premier temps, le conseil refusait de reconnaître Naestra et Arahan, car aucun elfe vivant ne les connaissait, et les esprits de la forêt étaient muets à leur sujet. Les jumelles étaient traitées avec un respect prudent, mais elles n'avaient pas accès à la clairière des rois. Naestra ne prit pas ombrage de cette vexation, et Arahan réagit par des menaces tonitruantes. Ce n'est que lorsque l'été fit place à l'automne, et qu'Orion revint, que le sujet fut réglé. Le roi des forêts reconnut aussitôt en elle l'essence de sa reine, et il confirma leur autorité malgré le camouflet que leur présence impliquait. Par la suite, Naestra et Arahan prirent la place d'Ariel au conseil, non pas en siégeant sur son trône, mais en se tenant de part et d'autre lors des débats. Elle ne prenait la parole que pour contrebalancer l'humeur dominante. Naestra s'adressait au conseil en été principalement, pour tempérer l'impulsivité du moment, alors que les interventions fracassantes d'Arahan luttaient surtout contre la torpeur hivernale. Les deux jumelles servirent ainsi d'émissaires à Ariel durant de nombreuses années. Au bout de plus de 3 siècles d'exil, Ariel décela la réapparition de Morgur. Elle sentit que cette incarnation du corrupteur était la plus puissante de toutes, et que pour la vaincre, toute la Lorraine devait être unie. Bien qu'Ariel ne se sentait pas pleinement guérie, elle se résolut donc à sortir du chêne des âges et à reprendre ses fonctions de reine. La fête célébrant le retour de la reine fut grandiose. Les elfes sylvains avaient fini par considérer leur reine comme perdue, et ils ne dissimulaient pas leur joie de la voir revenir. Même les esprits de la forêt, dont les souvenirs remontaient plus loin que ceux des elfes et qui avaient subi de plein fouet l'aliénation d'Ariel, étaient heureux de son retour. Comme point d'orgue des festivités, il y eut les retrouvailles d'Ariel et d'Orion, qui avaient été séparés des siècles durant. L'ambiance festive ne fut nullement amoindrie par le fait que le retour d'Ariel survenait à la veille d'une grande bataille. Les Azraï disaient même que si leur reine était revenue à cause du corrupteur, alors cette abomination avait au moins accompli quelque chose de bénéfique au cours de son existence pervertie. En dépit des festivités et de son retour, la reine éternelle garda une infime part de la corruption en elle, car personne ne peut totalement se remettre de l'influence de la magie noire. Malgré cela, Ariel accompagna Lost qui partit un mois après son retour. Les Azraï retrouvèrent la harde de Morgur dans la forêt d'Ardennes, alors qu'elle venait d'anéantir une armée de chevaliers venus de Gisore. Galvanisés par cette victoire, les hommes bêtes beuglaient des défis à l'encontre des elfes, persuadés de leur future victoire. Ils avaient tort, le commandement de Lost fut naturellement donné à Orion, qui fit pleuvoir une pluie ininterrompue de flèches sur les hommes bêtes. Ceux qui ne succombaient pas aux traits Azraï étaient écrasés par les sabots de la chasse sauvage. Au même moment, Ariel contenait tous les sorts lancés par les chamans de la Harde, et Naestra et Arahan survolaient le champ de bataille sur le dos d'un puissant dragon des forêts, semant mort et destruction dans les rangs des hommes bêtes. Les sabots fourchus ne purent bientôt plus tenir, et s'enfuirent à travers les bois. Seul resta Morgur, beuglant encore de défis malgré la situation qui tournait à l'avantage des elfes. Il fut criblé de centaines de flèches sans pour autant succomber, jusqu'à ce qu'un certain elfe du nom de Scarlock finit par atteindre son orbite, le laissant raide mort. Grandes furent les réjouissances en Athel Lorraine au retour de Lost. De nombreux héros se firent un nom ce jour-là, notamment Scarlock, qui avait achevé d'une flèche le grand corrupteur. Ainsi s'acheva la saison de la rédemption. Ariel et Orion étaient enfin réunis, et l'esprit tourmenté des elfes sylvains avait retrouvé son intégrité. Cette saison laissa sa place à la saison de la ruine. Le début de la saison de la ruine altéra à jamais le destin des elfes sylvains. La grande prophétesse Naès eut une vision de la forêt noyée dans les flammes et le chaos. Bien que la vision soit imprécise, Naès perçut sans ambiguïté que ce sort attendait non seulement la forêt, mais aussi l'entièreté du monde. Bouleversée par cette vision, elle partit dans l'heure avertir le Grand Conseil. Les seigneurs Azraï du Conseil étaient incrédules, et refusèrent de prendre des décisions radicales avant d'être sûrs de la véracité des visions de Naès. Seule Ariel était véritablement réceptive aux mises en garde. Elle avait effectivement elle-même ressenti un bouleversement sans précédent dans la trame. Elle leva donc une armée de 500 tisseurs de charmes et partit avec Naès au bois des songes, pour en apprendre plus. Cette région particulièrement périlleuse d'Athel Lorraine ouvrait ses prairies sur des lieux et des époques multiples, et les Azraï n'y pénétraient en quête de réponse que lorsqu'une situation les y obligeait, car le bois des songes était parcouru par une si grande quantité de magie que des démons y avaient élu résidence. Après plusieurs mois passés dans ces bois, Ariel et Naès revinrent au conseil. La moitié des tisseurs de destin qui les avaient accompagnés avaient péri des griffes de démons ou étaient devenus fous à la suite de visions. Mais Ariel était parvenue à obtenir des informations. Elle savait à présent que le destin du monde, et donc d'Athel Lorraine, était lié à la survie de créatures telles qu'elle, Orion ou la Dame du Lac. Elle savait également que certaines de ces créatures avaient déjà péri ces derniers mois, soit au combat, soit dévorées par Morgur.
Leur mort expliquait les perturbations dans la trame. Ariel organisa donc un conseil et fit part de ce qu'elle avait appris. Jusqu'alors, la principale tactique des Azraï contre Morgur était d'utiliser la Dame du Lac comme leurre pour le tenir éloigné d'Athel Loren. Mais les choses avaient changé. Ariel jura que les elfes sylvains ne resteraient pas inactifs, et feraient tout leur possible pour protéger les avatars traqués et empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Alors qu'Ariel était en pleine recherche de l'endroit où se trouvaient les avatars et préparait ses plans pour contrecarrer le chaos, le roi sorcier de Nagaros et le roi phénix Bellator envoyèrent des émissaires à Athel Loren pour négocier une alliance avec les Azraï, et prendre l'avantage dans leur guerre civile. Finubar, l'ambassadeur d'Ultuan, était nerveux, car le dernier Azur à avoir pénétré la forêt avait disparu sans laisser de traces. Cependant, les deux délégations furent reçues en grande pompe, et les elfes sylvains firent en sorte que chacune ne prenne pas conscience de la présence de l'autre. Au final, Ariel ne reçut aucune des deux délégations, car il considérait que sa recherche des avatars était bien plus importante. Les Druchis et les Azurs furent donc reçus par des seigneurs Azraï participant au Grand Conseil, et les deux propositions d'alliance furent rejetées. En effet, les hauts-elfes ne les avaient pas considérés comme une nation à part entière, mais comme une colonie arriérée à laquelle ils accordaient gracieusement de retourner dans le giron d'Ultuan. Pour leur part, les elfes noirs leur avaient promis la gloire et des richesses. Cependant, les Azraï n'étaient pas dupes. On intima aux ambassadeurs de quitter Athel Loren et de ne jamais revenir. Les elfes sylvains allaient se débrouiller seuls, comme ils l'avaient toujours fait depuis des siècles. Alors qu'Ariel préparait toujours ses plans, le chaos commença à bouger ses pions pour faire chuter la reine éternelle. Slaanesh profita de vents de magie particulièrement puissants pour lever une armée de démons dans les cryptes d'hiver. Cette armée fondit sur le royaume d'Aranok, massacrant tous les habitants qu'elle croisa. Amadri, le chef de guerre du domaine d'Aranok, organisa une contre-attaque avec toutes ses troupes, mais malgré son courage, son armée fut exterminée par les démons à la suite d'une sanglante bataille. Amadri lui-même fut capturé et servi de jouet aux démonettes de Slaanesh. Son corps ne résista pas longtemps aux attentions de ses geôlières. Toutefois, son esprit refusait de mourir. Lorsqu'il s'extirpa de son cadavre, il s'enfuit profondément dans Athel Loren, et se lia à un arbre mort. C'est ainsi qu'Amadri devient le lémur Amadra. Il revint à Aranok à la tête d'une armée de dryades et d'hommes-arbres, et extermina les démons qui profanaient ses clairières. Ensuite, Amadra se rendit aux cryptes d'hiver, et fit dégringoler d'énormes rochers depuis les pics alentours, puis s'en servit pour bloquer à jamais l'entrée. Alors que les Azraï étaient à peine remis de l'attaque des démons, Ariel dépêcha une armée en Ultuan pour protéger un avatar caché dans une forêt près d'Athel Tamara. La ville était assiégée par les Druchis, et Ariel craignait que cette guerre ne déborde sur la forêt et ne nuise à l'avatar. Une troupe menée par Aralos, sire de Talcine, vint en aide au seigneur Moragnon d'Athel Tamara. La joie de Moragnon fut immense lorsque les bandes d'Aralos permirent d'inverser la donne et de vaincre les elfes noirs, transformant une défaite inéluctable en victoire tonitruante. Moragnon demanda à Aralos les raisons de son intervention, mais ce dernier lui mentit, répondant simplement que ses ancêtres étaient originaires d'Athel Tamara. Alors que se déroulait la bataille pour Athel Tamara, les Bretoniens étaient en guerre pour repousser les peaux vertes de Bretonie, et avaient réussi à les cantonner aux territoires les plus sauvages du royaume. Beaucoup de peaux vertes se réfugièrent donc en Athel Loren. Une conséquence positive de cette invasion fut que cette année-là, les elfes sylvains n'eurent pas à se préoccuper des menaces d'hommes-bêtes, car les peaux vertes les massacrèrent tous jusqu'au dernier. Les elfes sylvains s'en réjouirent au point que si les peaux vertes avaient décidé ensuite de quitter la forêt paisiblement, les Azraï ne les auraient pas massacrés. Malheureusement, telle n'est pas la nature des orques et des gobelins. Rendus confiants par la destruction des hommes-bêtes, ils entreprirent de s'enfoncer plus profondément dans la forêt, en brûlant et en coupant les arbres. Malheureusement pour les peaux vertes, les premières clairières qui ressentirent la morsure de leur qui-coupe étaient sous la protection de Durtu. À peine les premiers feux furent allumés qu'une grande armée d'esprits des forêts jaillit des bois. Les dryades se jetèrent sur les gobelins en ricanant et en les mettant en charpie. Les lémurs se frayèrent un chemin à travers les bandes d'orques, leurs écorces épaisses les rendant totalement insensibles aux coups furieux des peaux vertes. Voyant que ces guerriers étaient au bord de la retraite, le seigneur de guerre Braka, chef de l'armée peau verte, beugla et rugit, leur ordonnant de tenir la ligne. Mais il fut réduit au silence lorsque Durtu l'aplatit avec son énorme pied. Peu de temps après, l'homme arbre vénérable soigna les clairières abîmées par les orques en utilisant les corps de ces derniers comme engrais. L'un des derniers seigneurs de guerre peau verte à fuir la Bretonie était un dénommé Gorskar, qui avait su tenir les armées bretoniennes en respect pendant des années avant d'être chassé de ses terres par des Skaven. Étant poursuivi par les Bretoniens, il décida de fuir à travers la Lorraine, estimant à raison que les chevaliers ne se risqueraient pas à pénétrer dans la forêt magique. La horde de Gorskar étant particulièrement imposante, les Azraï ne les affrontèrent pas immédiatement. Les forestiers placèrent plutôt de nombreux pièges pour diminuer l'effectif ennemi, et des régiments d'archers harcelaient sans cesse les peaux vertes pour les forcer à se mettre à découvert dans une prairie.
Après que les peaux vertes eurent pénétré la prairie, ils furent accueillis par une armée de chevaliers sylvains et de chars d'Écosse. Tous les peaux vertes furent massacrés, et Gorsar lui-même succomba au coup du héros Elgerst au bord de son char. Le chaman de la tribu fut changé en pierre gardienne au cours d'un duel de magie, et la victoire des Azraï fut totale. Peu de temps après s'être débarrassé des peaux vertes, la forêt se mit à pleurer, particulièrement la clairière du malheur où était enfermé Morgur. Ariel comprit que Morgur était de nouveau revenu à la vie. Des éclaireurs localisèrent l'immonde créature dans la forêt d'Ardennes. Refusant de prendre le risque de laisser d'autres races affronter le corrupteur, la reine magicienne envoya une armée pour le tuer tant qu'il était encore jeune. C'est ainsi qu'Aralos, sire de Talcine, et Naès, la prophétesse, menèrent de nombreuses bandes de guerriers à la chasse. Ils traquèrent Morgur et ses hardes dans la pénombre de la forêt, tuant les hommes bêtes isolés à coups de flèches et de lances. Finalement, ils mirent en déroute la harde et acculèrent Morgur. Mais au moment où Aralos allait lui porter un coup mortel, l'air s'emplit du son de corps primitifs et de beuglements de bêtes. Les elfes étaient si concentrés sur la traque de Morgur qu'ils n'avaient pas remarqué les éclaireurs Ungor qui les suivaient. Ces derniers avaient rameuté de nombreuses hardes pour secourir Morgur, si bien que les elfes furent forcés de battre en retraite. Jusqu'à ce moment, les pertes des elfes avaient été légères, car ils avaient choisi avec soin leur champ de bataille. Mais cette fois-là, les hommes bêtes se vengèrent. Les gardes sylvains tirèrent jusqu'à vider leur carquois, mais l'ennemi remplaçait ces pertes sans peine. Le cœur rempli d'amertume et de colère, Aralos abandonna une arrière-garde afin de retenir les Gors pendant que le reste de sa force battait en retraite à travers la forêt d'Ardennes. Finalement, seuls Aralos, Naès et une poignée de survivants s'échappèrent, et uniquement parce que Naès réveilla les arbres, qui formèrent un mur de troncs et de branches pour bloquer les hommes bêtes. Honteux d'avoir échoué, Aralos revint l'année suivante à la forêt des Ardennes à la tête d'une grande armée, mais la magie primitive des hommes bêtes avait déjà téléporté Morgur loin d'Atel-Lorraine, et Aralos dut donc retourner à Atel-Lorraine sans avoir pu chasser le corrupteur. Bien des années plus tard, Morgur fut de nouveau aperçu dans la forêt d'Ardennes. Aralos supplia alors les souverains de le laisser mener la chasse. Au départ, Ariel refusa sa requête, estimant que la vengeance était souvent destructrice pour celui qui la poursuivit. Cependant, Orion soutient Aralos, et parvint à convaincre sa reine de le laisser partir. Aralos partit donc pour la 3e fois affronter Morgur. Cette fois-ci, il emmena un host impressionnant. L'armée traversa la Bretonie en se dissimulant aux yeux des paysans et des chevaliers grâce à des brumes mystiques. Elle arriva à la forêt d'Ardennes et découvrit sa corruption. La puanteur de la magie impie planait dans l'air, preuve que l'endroit était bel et bien l'antre du corrupteur. Les elfes sylvains avancèrent à travers des clairières d'herbes rouges sang, entourés d'arbres qui pleuraient des larmes de sève noire. Les éclaireurs précédaient et fermaient la marche de l'host principal, car Aralos n'avait pas oublié les leçons tirées de sa première rencontre. Pendant des jours, il n'y eut aucun signe des hommes bêtes. Cependant, les épreuves ne manquèrent pas. Beaucoup de dryades et de lémures accompagnaient l'host d'Aralos, et ils furent enragés par ce qu'ils virent. La forêt était devenue assoiffée de sang, et bien des elfes furent dévorés en tombant dans des fosses hérissées de dents, ou finirent démembrés par des vignes sanguinaires. Ici et là, les elfes sylvains découvrirent les squelettes d'un chevalier de la quête qui avait fini en compost pour la corruption rampante. Des animaux mutés parcouraient les sous-bois, le regard fou et les crocs dégoulinants de poison. Finalement, les Azraï rencontrèrent la horde de Morgur dans une immense clairière, au centre de laquelle se dressait une immense pierre de harde. Morgur toisait l'armée Azraï du haut de cette dernière. Aralos lui décocha alors une flèche qui le fit chuter. Le corrupteur se releva en beuglant de colère, et ainsi commença une bataille aux propensions titanesques. Les Azraï ne combattirent pas seulement la harde, mais également toutes les créatures corrompues de la forêt, que Morgur appelait à lui. Aralos avait pris avec lui une fiole remplie de la sève du chêne des âges. Au plus fort de la bataille, il réussit à se frayer un chemin jusqu'à Morgur et l'aspergeait du liquide sacré. À son contact, le corrupteur fut transformé en torche vivante, ses bêlements étranges provoquant à la fois la pitié et l'euphorie. Le monstre ne fut bientôt plus qu'un tas de cendres, et, suite à sa mort, les hommes bêtes paniquèrent et furent chassés. À la suite de la bataille, les Azraï comptèrent leur immense perte, et ils restèrent en Ardennes, où Aralos déposa au pied de chaque arbre corrompu une goutte de la sève du chêne des âges, jusqu'à totalement purger la corruption de la forêt. Une fois cette tâche accomplie, les elfes sylvains retournèrent dans leur domaine, fêtant leur victoire sur Morgur et pleurant leur mort. Malheureusement, ils n'en eurent pas fini avec les hommes bêtes, car les nombreux rescapés de la harde de Morgur avaient trouvé un nouveau chef. Avide de vengeance, la harde progressa vers Atel-Lorraine, renforçant ses effectifs sur le trajet. Ils envahirent ainsi la forêt à la saison où les Azraï chassaient les habituels hommes bêtes. La saison de la chasse aux hommes bêtes fut donc particulièrement sanglante, et ne tourna pas toujours à l'avantage des Azraï. Certaines armées aux elfes furent détruites, certains royaumes durent être abandonnés tant le nombre d'hommes bêtes était imposant.
Le chêne des âges était particulièrement visé, et bon nombre de batailles eurent lieu pour repousser les hommes bêtes tentant de profaner ce lieu sacré. Les sabots fourchus étaient si nombreux que même le bois du malheur fut envahi, et les esprits dérangés régnant sur ces lieux durent se défendre pour ne pas succomber aux serviteurs du chaos. Les Asraï ne pouvaient même plus dormir tant les corps des hommes bêtes résonnaient à travers toute la forêt. Au final, au prix d'immenses pertes, les Asraï réussirent à repousser la majorité des hommes bêtes. Seule restait la harde menée par Morgrak, le seigneur des corbeaux. Les Asraï se préparèrent au combat, sachant qu'il serait le plus dur qu'ils aient à mener cette année. S'ils échouaient, ils ne pourraient plus repousser la harde avant l'arrivée de l'hiver, qui entraînait la mort d'Orion et l'endormissement des esprits de la forêt. C'est à ce moment-là qu'une aide des plus inattendues se manifesta. Finubar, le nouveau roi Phénix, réfléchissait depuis longtemps à un moyen d'améliorer les relations entre les deux nations elfiques. Lorsqu'il avait appris qu'Athel Lorraine était attaquée, il avait ordonné au prince Eldir de rassembler une armée et de marcher à l'aide des elfes sylvains. Même si des tempêtes imprévues les avaient retardés, ils arrivèrent à temps pour l'ultime bataille. En dépit de ces renforts, les elfes étaient beaucoup moins nombreux que les hommes bêtes. Cependant, leur détermination et leur espoir retrouvé compensaient ce désavantage. La bataille qui s'ensuivit fut terrible, et n'épargna ni les Azurs ni les Asraï. Mais les elfes ne flanchaient pas, car ils savaient qu'ils portaient sur eux le destin d'Athel Lorraine. Au final, la harde fut repoussée. Morgrak ayant fui prématurément, les sabots fourchus n'avaient plus de chef pour commander au repli et former une arrière-garde. Ils furent donc massacrés en grand nombre lors de sanglantes poursuites. Dès la victoire remportée, les tensions revinrent entre les Azurs et les Asraï. Les premiers avaient subi de lourdes pertes, et beaucoup parmi les survivants accusaient les elfes sylvains de les avoir laissés seuls en première ligne. Les Asraï s'offensèrent de l'arrogance de leurs alliés. Par conséquent, même si elles se respectaient mutuellement, les deux races furent incapables de se lier d'amitié suite à cette bataille. Quelques années passèrent ensuite où les Asraï reconstituèrent leurs forces. Lors d'un printemps, un rituel de résurrection d'Orion se déroula mal, et celui-ci se réveilla atteint par la folie. Nul ne pouvait plus l'approcher sans danger, et sa folie était contagieuse. De fait, la chasse sauvage compta cette année 4 fois plus de membres qu'à l'accoutumée, et elle se déchaîna avant même d'avoir quitté la forêt, et dévasta des centaines d'acres en Bretonie. Ce fut le duché de Quenel qui souffrit le plus cruellement. Fredfar, le duc de la cité, n'eut d'autre choix que de rassembler ses chevaliers pour partir affronter Orion. Les autres nobles du royaume lui déconseillèrent cette imprudence, mais Fredfrak était un chevalier vertueux, et il refusait de rester les bras croisés pendant que ses paysans étaient massacrés. Ainsi périt le duc de Quenel, face à une force de la nature qu'il ne pouvait pas vaincre. Beaucoup des chevaliers moururent aux côtés de leur seigneur, tellement en fait que la défense de Quenel en fut terriblement affaiblie. Lorsque la chasse sauvage se dirigea vers la cité, elle fut en mesure de franchir les murailles et de semer la mort à l'intérieur même de la ville. Le sang coula dans les rues alors que les elfes et les esprits de la forêt se déchaînaient. Ni la vaillance des chevaliers, ni les lances des hommes d'armes ne purent les repousser. Finalement, la destruction de la ville ne fut évitée que lorsque les exactions d'Orion l'amenèrent jusqu'au cœur de la cité, près de sa butte sacrée. Dès qu'il s'y aventura, des brumes magiques l'enveloppèrent et le calmèrent instantanément. L'aube du jour suivant, Orion et la chasse sauvage laissèrent Quenel à moitié détruite et retournèrent en Athel Lorraine. Cette année-là, le roi des forêts retourna à son bûcher funéraire plusieurs mois avant la date habituelle, même si on ne peut donner aucune explication valable pour un tel comportement. Plusieurs années passèrent encore à la suite de cette violente chasse sauvage, jusqu'à ce que l'âge de la vengeance des Druchis ne commence. Malekith débarqua sur Ultuan à la tête de ses armées, et envahit une bonne partie de l'île. L'Avelorn ne fut pas épargnée, et les forêts de cette région furent brûlées. Les elfes noirs cherchaient à capturer Alarielle, la reine éternelle. Pour ce faire, Malekith envoya Enkari à sa poursuite. Les liens entre Avelorn et Athel Lorraine étaient encore immenses, et la douleur provoquée par l'invasion des elfes noirs se répercutait dans les esprits de la grande forêt. Ariel était déterminée à ce que son peuple ne soit pas impliqué dans cette querelle entre leurs cousins, mais au vu des enjeux, elle dut changer d'avis. C'est ainsi que Scarlock et un groupe de ses meilleurs éclaireurs furent envoyés en Avelorn, avec pour but de contrer le démon Enkari avec toute la ruse à leur disposition. Pendant des semaines, les éclaireurs de Scarlock gênèrent le gardien des secrets pendant qu'il chassait. Ils ne cherchaient pas à engager directement la bête, mais ils suivaient son chemin à travers la forêt, et se contentaient de brouiller les pistes menant à la reine, ou de décocher quelques flèches pour attirer l'attention du démon avant de disparaître. Après plusieurs semaines de ce petit jeu, Alariel avait rejoint Tyrion et Teclis, et Scarlock considéra sa mission comme accomplie. Il rentra sous les frondaisons de la Lorraine. Quelque temps plus tard, une bataille entre le grand nécromancien Heinrich Kemmler et les chevaliers bretoniens eut lieu. Heinrich fut repoussé et dut s'enfuir sans son armée. Cherchant un nouveau plan pour détruire la Bretonie, il eut une idée. Il y avait de nombreux cairns, monolithes et tumulus dispersés dans les landes entourant la forêt de la Lorraine. Certains furent dressés par les elfes sylvains comme pierres frontalières, bornes ou tombes pour les chefs des clans.
D'autres indiquaient le lieu de repos de chefs barbares ancêtres des Bretonniens, et d'autres encore cachaient les restes et les trésors d'aventuriers nains. Les grands cairns couvraient souvent les amas d'ossements des innombrables envahisseurs Skaven, elfes noirs, hommes-bêtes, guerriers du chaos, nains et orques, massacrés par les elfes sylvains. Ces piles colossales de pierres taillées, couvertes de fougères ou d'arbres, attiraient les nécromanciens comme des aimants. Au solstice d'hiver, alors que les rituels sacrés d'Orion allaient commencer et que l'attention des Azraï était relâchée, Heinrich alla donc sous les frondaisons d'Atel-Lorraine pour éveiller les cadavres sous les cairns laissés par les elfes sylvains. Se constituant rapidement une armée sans que les elfes ne se doutent de rien, il voulut ensuite détruire le chêne des âges alors que la majorité des Azraï étaient réunis pour le rituel d'Orion, et se servir des cadavres pour vaincre la Bretonnie. Malheureusement pour lui, il n'avait pas prévu que les Azraï n'étaient pas les seuls gardiens de la forêt. Une fois pénétrés en profondeur dans la Lorraine, les esprits sylvestres s'éveillèrent et massacrèrent sans pitié les marionnettes du nécromancien. Attirés par le bruit, les Azraï accourèrent et prêtèrent main forte aux esprits sylvestres. De toute l'armée mort-vivante, seul Heinrich réussit à s'en sortir indemne, en s'enfuyant accroché à un charognard. Il partit établir son repère dans les montagnes grises à la suite de cette défaite, et Orion put retrouver ses domaines intacts à son réveil au printemps suivant. Quelques années après avoir repoussé la menace mort-vivante, une harde de minotaures fut aperçue au Wissenland par des éclaireurs Azraï. Celle-ci se dirigeait vers Atel-Lorraine, qu'elle aurait pu atteindre en traversant les montagnes grises. Pour éviter cela, Ariel demanda aux tisseurs de destin de détourner les eaux du fleuve Weiss pour forcer les minotaures à retourner dans l'Empire. Cette histoire aurait pu s'arrêter là pour les elfes sylvains, si l'empereur Karl Franz n'avait pas pénétré dans la Lorraine pour demander de l'aide aux Azraï, chose qu'aucun empereur n'avait jamais risquée avant lui. Décelant le potentiel de cet empereur humain, les Azraï acceptèrent de l'aider, et l'Host d'Orion, accompagné de la prophétesse Naès, partit dans le Wissenland pour affronter les minotaures. S'ensuivit une violente bataille où les armées de l'empereur et les Azraï combattirent côte à côte. Au plus violent de celle-ci, Karl Franz fut désarçonné et tomba, inconscient et à la merci des minotaures. Orion, qui avait été blessé, hésitait à lui venir en aide. Au final, il se laissa convaincre par Naès, qui lui dit que même les avatars ne pouvaient vaincre le chaos seul, et que Karl Franz avait encore un rôle à jouer dans la Grande Guerre. Orion accourut donc pour sauver l'empereur, et massacra tous les minotaures pendant plus de 3 heures, jusqu'à ce qu'enfin la harde soit vaincue. Il repartit ensuite avec les Azraï dans la Lorraine. Un mois plus tard, un émissaire d'Atel-Lorraine fut admis dans le palais d'Aldorf. Il ne donna pas son nom, mais délivra un cadeau et un message. Le premier était un œuf de griffon, récupéré dans les plus hauts pics des montagnes grises. Le second était 2 mots éloquents. Nous observons. Plusieurs hivers après cette bataille, une lutte entre les Bretonniens commença à intéresser les Azraï. L'actuel roi de Bretonie, Louan Cœur de Lion, se battait avec un dénommé Malbaude, pour le contrôle de la Bretonie. Les Azraï s'étaient totalement désintéressés du conflit, du moins jusqu'à ce que Malbaude juge bon de renforcer son armée grâce à des pouvoirs nécromanciens. Ne souhaitant pas voir un royaume mort-vivant apparaître aux frontières d'Atel-Lorraine, les Azraï se rangèrent du côté de Louan Cœur de Lion, lors de l'ultime bataille entre Malbaude et lui. Alors que commence la fin des temps, l'Host d'Orion est aligné aux côtés des chevaliers bretonniens, prêt à punir Malbaude pour avoir osé user de pouvoirs nécromantiques aux frontières de la Lorraine. Comme depuis des millénaires, les elfes sylvains guettent, et interviennent pour renverser le cours d'événements et restaurer la trame. Même alors que la fin des temps est sur le point de commencer, leur armée reste disciplinée et prête à en découdre contre tous les serviteurs du chaos, afin que triomphe la justice et l'ordre. C'est déjà la fin de cette série sur l'histoire des Azraï expliquée par les cartes. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir écouté toute cette série et d'être toujours aussi fidèle, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle race de Warhammer expliquée par les cartes. Allez, à la prochaine!